petit peu la méthode qu'on va mettre en place autour de ce projet. Donc, moi, naturellement, j'ai réuni les meilleurs experts, les meilleurs profils de l'entreprise pour que vous puissiez les rencontrer, parce que c'est quand même eux qui vont s'occuper de votre produit, de votre travail, et pour que voilà, ils puissent vous présenter chacun le rôle en fait, qui vont tenir au sein de ce projet. Moi, je vais commencer par vous présenter un peu la méthode que nous, on va adopter pour réaliser votre projet, si vous en êtes d'accord. Comme ça, vous verrez un petit peu par quelles étapes on va passer et quels seront vos interlocuteurs principaux sur chacune de ces étapes. Ça vous va bien, Karine? Parfait, merci. On fait comme ça? OK. Donc, dans un premier temps, nous, la vision qu'on a à date, là, au démarrage du projet, c'est que vous êtes responsable RH et que vous avez un besoin de gérer les compétences dans votre entreprise. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est par comprendre, en fait, par approfondir votre besoin, par échanger avec vous pour comprendre pourquoi, pour comprendre quoi, comment. Donc, traditionnellement, on appelle ça les 5 étoiles de la gestion de projet, qui, quoi, où, comment, pourquoi, pas dans le même ordre. Et on va essayer d'approfondir ça pour bien comprendre votre besoin. L'enjeu de cette première phase, c'est d'avoir un formalisme, d'avoir une liste des exigences que vous avez, des fonctionnalités que vous voulez et comment elles vont répondre à votre besoin. Ensuite, vis-à-vis de cette liste d'exigences, on va passer à la conception. Comment on va faire pour y répondre? Donc là, on va faire le plan. On va faire le plan de l'immeuble, tout simplement. On va dire ce qu'on va faire. On ne va pas le faire pour l'instant, mais on va prévoir les choses. La troisième étape, ce sera bien sûr la production. Donc là, c'est souvent la phase la plus connue en fait, des projets informatiques, c'est le développement. C'est le codage. Donc là aussi, on pourra vous présenter comment ça se passe au quotidien, en fait, avec l'intervention d'Irvine, de Jason, de Thomas, qui pourront dire au quotidien qu'est-ce que c'est pour eux de développer un logiciel informatique. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, des normes à respecter? En quoi on s'engage envers vous aussi pour votre projet? Et enfin, naturellement, cette phase de production, elle est soumise à un contrôle qualité, à des tests pour vérifier que ce qu'on va vous livrer, ça marche. Et la dernière étape, une fois qu'on est OK avec ce qui a été fait, on va le mettre en production. Donc là, effectivement, on vous montrera quels sont les process qu'on met en place pour garantir que ça marche, garantir que ça s'adapte à votre usage puis à l'usage de votre entreprise, garantir que c'est sécurisé, etc., etc. Est-ce que ça vous va si on fait le petit atelier comme ça? Je vous suis. Super. Eh ben, je vais passer la parole du coup à Bernard et à Irvine qui vont échanger avec vous pour voilà, dire comment ils abordent finalement cette phase de compréhension des besoins pour pouvoir voilà, avoir une vue la plus précise possible de vos attentes, de vos enjeux par rapport à ce projet. Bernard et Irvine, c'est Parfait. Je commence alors peut-être. Bernard L'Église, alors je m'occupe plutôt de la partie test, mais dans cette partie test, on a une partie qualité, on va dire, qui va permettre de vérifier si les exigences de Karine vont être respectées par tous les développements qui vont être mis en place. D'où ma présence dès le départ, puisqu'on pense souvent au test après le développement. Mais là, par contre, c'est pour essayer justement d'éviter les ambiguïtés qui amèneraient des rectifications de code, on va dire, très rébarbatives, on va dire, et très longues si on s'en rend compte à la livraison ou un peu plus tard dans le projet. Voilà. D'où ma présence ici. Irvine, je te laisse la main pour l'instant, puis après on posera des questions à Karine. Très bien, on fait comme ça. Moi, ce que je vous propose, Karine, aujourd'hui, c'est de recueillir votre besoin au travers de différentes questions. On va essayer déjà de réfléchir aux fonctionnalités que vous voulez mettre en place, à la navigation interne au site, à la charte graphique, pourquoi pas aussi. On va essayer de travailler tout ça ensemble. Et puis, ce que je vous propose, c'est que je revienne très rapidement après cet échange vers vous pour vous présenter quelques maquettes qui sont le squelette de notre application. Et puis, on aura aussi quelques petits schémas de conception où on pourra retrouver la logique des fonctionnalités dont vous allez avoir besoin. Très bien. Est-ce que ça vous convient? Oui, tout à fait.
Alors, dans un premier temps, Karine, peut-être décrivez vos besoins et peut-être l'existant. Est-ce que vous avez un existant déjà informatique chez vous et quels sont vos besoins plus particulièrement? Alors, l'existant, c'est qu'on a surtout plusieurs outils. Et donc, qu'on utilise à droite et à gauche, et des tableaux Excel, hein, le classique. Et on aimerait bien avoir un outil qui puisse regrouper l'ensemble de tous ces outils, mais notamment même aussi, pourquoi pas, tout ce qui va être gestion de fiches de paye. Après aussi les congés. Mais et tout le côté après suivi vraiment des compétences, vraiment, ce serait vraiment ça qui serait vraiment très intéressant, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Évidemment, tout ce qui est gestion des fiches de paye, tout ça, on a. Gestion des congés, on a, mais des outils différents. Mais on n'a pas ce côté suivi des compétences. Ce que vous aimeriez, en fait, c'est une application qui va centraliser déjà votre existant et rajouter des fonctionnalités qui mettront en avant un peu plus l'humain dans votre entreprise. Tout à fait. Et qui permettent aussi peut-être à certains endroits, en tout cas, aux salariés d'avoir aussi un visu sur cet outil. Dire que ce ne soit pas simplement un outil RH, c'est aussi que le salarié, par exemple, au niveau de ses congés, puisse voir vraiment comment ça, enfin, savoir exactement où il en est. Ok, donc on n'aura pas un seul type de profil pour nos utilisateurs. On retrouvera du coup les outils d'administration pour plutôt votre service et puis au quotidien, du coup, les utilisateurs lambda, on va dire, de votre entreprise. Voilà, idéalement, évidemment, hein, si ça paraît un peu trop complexe et puis aussi trop coûteux, peut-être. Absolument pas. Il faut voir aussi. Tout à fait faisable. Tout à fait faisable. On mettra un système de rôle en place, hein, tout simplement. Et puis, en fonction de vos choix, vous pourrez vous définir depuis votre panel d'administration qui aura accès à quoi, assez simplement. Ok. Est-ce qu'en termes de fonctionnalité, donc on va avoir, j'imagine, différents types de profils, on l'a dit, les employés de l'entreprise, l'équipe RH. Est-ce que vous voulez avoir des choses comme la lecture automatique de CV qui vont permettre peut-être d'automatiser, d'initialiser les compétences des gens que vous intégrez dans l'entreprise? Ou est-ce que c'est des choses qui peuvent être faites manuellement? Est-ce qu'il n'y a pas d'enjeu de productivité trop vis-à-vis de ça, où vous ne recrutez pas énormément et que ça peut être fait manuellement? Bah, écoutez, si on a les moyens de faciliter, et d'économiser du temps, il n'y a pas de souci, hein, je suis preneuse. Le temps dédié à la gestion des compétences actuellement dans votre organisation, ça représente quoi? Ça représente combien de jours? Alors, j'ai pas fait d'estimation, hein, je dois vous avouer. Après, c'est vrai que on est plutôt dans l'ordre de. On s'est pas vraiment lancé encore là-dedans. Et c'est pour ça, c'est pas forcément identifié, quoi. D'accord. Mais alors, qu'est-ce que vous en attendez au-delà d'avoir un outil? Qu'est-ce que ça va vous faire gagner à vous, votre bénéfice vis-à-vis de cet outil? C'est du temps? C'est de la qualité? C'est quoi? Ouais, c'est aussi de la qualité, puis aussi fidéliser nos salariés, quoi, qui voient qu'on les accompagne bien, qu'on a conscience de leurs compétences, qu'on souhaite les faire évoluer. Et puis aussi pour pouvoir répondre à des appels à projets, par exemple, en sachant qu'on a les ressources humaines internes qui pourront y répondre. D'accord. Donc, un des indicateurs clés de résultats qu'on pourrait mettre sur le projet, c'est le taux de fidélisation des employés. C'est de voir si ça a Oui, un impact sur le turnover. C'est de voir tout à si fait, sur ouais. les appels à projets, vous avez capacité à identifier rapidement des équipes. Ça peut être des éléments cadrants qu'on met pour la réussite du projet et qu'on pourrait réutiliser pour diriger les travaux, par exemple. Super, super. Voilà. Donc ça peut être un premier axe directeur. Bernard, je te redonne la Tout à main fait. sur les Oui, exigences. voilà, tous ces éléments-là sont extrêmement importants. Je dis ça pour ceux qui écoutent, parce que justement, c'est ce qui va nous permettre à la fin de voir si on a bien coché toutes les cases dont on vient de parler à l'instant. Le temps qui n'a pas été mesuré, ce sera à nous de le mettre en évidence. C'est-à-dire que la centralisation de toutes ces informations, déjà, va permettre à l'entreprise d'avoir un seul outil, alors qu'aujourd'hui, c'est un peu éclaté entre Excel et puis une gestion de paye, d'autres suivis qui sont faits d'une manière plus ou moins manuelle. Donc on va jouer sur ce qu'on appelle des fonctionnalités
plutôt des exigences non fonctionnelles. Quand on parle d'efficacité, de plus grande efficacité, de plus grande rapidité, de pouvoir gagner du temps, il va falloir qu'on arrive à le mettre en évidence à la fin. Donc on va trouver nos métriques pour dire, ah ben voilà, là vous avez gagné du temps, là vous êtes plus efficace pour telle et telle raison. Donc c'est juste pour commenter voilà, le dialogue qui s'est noué à la minute entre Irvine, qu'on Karine, comprenne bien. Aurélien. Voilà, qu'on comprenne bien la finalité. Hein. Pourquoi on s'attarde un peu là-dessus? C'est pas l'interrogatoire gratuit. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au-delà des réponses que Karine a apportées, il y a ce que nous, on pose comme question, et on voit aussi le besoin implicite. Typiquement, Karine nous dit qu'elle veut retrouver cette application pour tous ses employés. Ça veut dire qu'on va passer par un portail web, pas une application desktop, pas une application qu'on installera sur l'ordinateur. Voilà, il y a plein de petits détails comme ça que nous, en tant que développeurs, concepteurs, on va devoir percevoir, puisque l'idée, c'est quand même d'aller en avant du besoin du client et faire en sorte que lui qui ne sait pas ce qu'il veut vraiment, eh bien, on lui apporte des solutions auxquelles il n'a même pas pensé. Typiquement, Aurélien l'a montré avec l'intégration des CV par automatisation. Tout à fait. On peut concevoir une web app, par exemple, puisque l'ordinateur que tout le monde a sur lui, aujourd'hui, c'est le téléphone. Enfin voilà, il y a des idées comme ça qu'on peut soumettre à Karine qui est demandeur. Voilà. Et c'est là où ça devient très, très rigolo, puisque chacune de ces idées, évidemment, a un coût. Et puis présente aussi des enjeux de complexité, de temps de développement, de charge de travail pour développer. Et donc, Karine, étant donné ces informations-là, devra faire des compromis, devra faire des arbitrages. Ça, ce serait super, mais on n'a pas les moyens de se le payer. À l'inverse, cette fonctionnalité-là, elle peut être très rapide à développer et elle permettra d'initialiser les fonctionnalités de l'application. Et dans un deuxième temps, on passera à une version peut-être plus aboutie. D'abord, on saisit les CV à la main et ensuite, on mettra de l'intelligence artificielle qui ira récupérer les informations automatiquement dedans. Ça peut être une approche itérative, on en reparlera plus tard, peut-être à la fin, mais de ce type de travaux. Donc l'enjeu au travers de cette phase de recueil du besoin, c'est finalement d'identifier auprès de Karine tout son environnement de contraintes, d'objectifs, d'équipes aussi, puisque c'est souvent des projets collectifs, pour avoir un contexte et avoir aussi des propositions fonctionnelles qui répondent à son besoin, qu'elle ne connaît peut-être pas intégralement d'ailleurs, donc il faut aller le chercher, qui sont faisables. Ça reste des objectifs donc atteignables, mesurables, smart, dit-on, simple, mesurable, atteignable, réaliste, timé. Ce sont des choses qui pourront être mesurées à la fin. Donc nous, notre travail, ça va être de lister l'intégralité de ces exigences pour aborder la deuxième phase peut-être de ce projet. Comment on fait? Quel est le plan? Donc, étant donné un cahier des charges, voilà, quand on fournit ce cahier des charges à un concepteur, à un développeur, comment ça se passe? Et là, je vous propose peut-être Irvine, Jason et Thomas qui avaient été qui est aux manettes de ce type d'action, de témoigner de ce qui se passe quand on vous donne un cahier des charges avec des fonctionnalités à développer. Oui, Irvine, tu veux commencer ou tu veux qu'on commence? Je vais vous laisser parler puisque vous n'avez pas encore eu l'occasion. Allez-y les gars. Pas eu l'occasion. Eh bien, alors, très simple, si on a le cahier des charges, alors très simple, c'est vite dit. Déjà, après le cahier des charges, nous, on doit établir des tâches ou suivre une suite. Donc, notamment, Bernard le disait tout à l'heure que c'était un concepteur de tests. Eh bien, les tests, soit ils sont faits après, soit avant. Si les tests sont faits avant, du coup, on va pouvoir suivre la démarche, nous, de faire des fonctionnalités, en fait, petit à petit, pour arriver jusqu'à ce test, pour avoir justement un cas concret et savoir que notre fonctionnalité est propre. Donc, si le cas des tests sont faits avant, du coup, on a une démarche, on sait vers où aller. Mais du coup, si les tests sont faits après, c'est à nous d'établir comment arriver à cette tâche. Donc, comment arriver à cette tâche? Nous, on va découper cette tâche. Par exemple, faire une page de connexion. Donc, faire une page de connexion. On veut notamment un portail de connexion. Donc, on a un aperçu visuel, notamment sur le web, mais aussi l'arrière du site. Donc, ce que nous, on fait aussi, ça va être quel utilisateur on veut choisir, se connecter,
toutes ces fonctionnalités, créer un compte. Et tout ça, on doit les faire, on doit les citer pour qu'à la fin, on fasse nos tests. Comment faire des tests avant algorithme? Ah, ça, c'est une bonne question. Je préférais laisser Bernard faire TDD. Ouais, je peux TDD, prendre la main Test là-dessus. Driven Development. Alors, plus on a de règles de gestion, alors ce qu'on appelle des règles de gestion, c'est du français. On parle d'exigences, de cahier des charges, donc on va faire des petites phrases, voilà, de petites phrases qu'on va découper et qui vont permettre justement de déclencher des actions et quelque part derrière de la programmation que les développeurs vont pouvoir mettre en place. Voilà. Donc on a différentes règles, il y a différentes choses qui peuvent être utilisées pour des tests boîte blanche, boîte noire par la suite. Enfin, c'est-à-dire si on connaît l'état de la programmation, si on ne la connaît pas, il y a des gens métiers qui ne sont pas du tout obligés de connaître le côté technique, qui peuvent faire partie des tests. Et donc, avant d'écrire quelques lignes de code que ce soit, ben, il y a effectivement les cahiers des charges et la description des fonctionnalités. Donc, dans cette description de fonctionnalités, on va pouvoir mettre des règles en place qui permettent de tester déjà tout ça avant et de savoir surtout quel est le résultat attendu. Donc le développeur derrière va coder quelque chose, sachant que lui va faire le test de son code et verra bien si en fonction d'une entrée, le résultat attendu est celui qui était prévu déjà par le testeur avant. Enfin, on peut en parler pendant des heures, mais j'espère que c'est assez clair. En tout cas, ça répondait à la question qui a été posée. Quand même, peut-être une chose qui n'a pas été dite, c'est pourquoi faire des tests? Quel est l'intérêt? Oui. Alors, les tests sont faits pour améliorer la qualité, c'est-à-dire que on ne peut pas jurer d'avoir trouvé tous les incidents possibles, tous les bugs, on va dire, euh, d'un programme quelconque. Mais en fonction du niveau de sécurité attendu, c'est-à-dire que là, on est sur un système de gestion des ressources humaines, donc il n'y a pas mort d'homme là-dedans. On peut laisser passer quelques caractéristiques, mais disons qu'a priori, on n'est pas sur une partie extrêmement sensible. On va quand même, à un moment donné, devoir dire, voilà, vous avez le feu vert pour mettre ce système en production, c'est-à-dire l'exploiter. Et donc, pour le mettre en production, il faut quand même que les chemins principaux, que le programme puisse répondre à ce que Karine attend. Si on n'est pas capable de, par exemple, scanner les CV en automatique alors qu'Aurélien l'a dit au début, que ça fait partie du cahier des charges, ça sera un problème. Si en scannant en automatique, on voit que tout d'un coup, il y a des petites fautes de frappe, c'est-à-dire que les caractères accentués sont pas toujours bien pris en compte, qu'il y a des petites tâches qui sont interprétées comme des lettres ou des choses comme ça. Bon, ça peut s'améliorer par la suite. Donc, il faut à un moment donné mettre une barrière pour dire, bah là, c'est bon, on est à un niveau de test suffisant pour laisser passer, on va dire, la version actuelle qui sera améliorée petit à petit par différents patchs, puis après par différentes versions. Est-ce que ça peut Alors, répondre? les tests, c'est effectivement ce que tu viens de dire, et donc, ça permet de vérifier la conformité, le niveau de conformité finalement du logiciel par rapport aux exigences qu'on a définies en amont. Et en fait, il y a aussi un autre aspect très important dans le fait de réaliser des tests. C'est une excellente pratique et il faut en fait la mettre en place. C'est qu'un logiciel, c'est compliqué et ça vit. Donc c'est très compliqué, c'est-à-dire que on peut avoir sur le même travail, sur le même projet, 4 développeurs, 5 développeurs, 10, 40, voire plus. Et donc, naturellement, le niveau d'information, le niveau de complexité que les logiciels atteignent dépasse largement ce qu'un développeur peut avoir en tête à un moment donné. Donc, une personne, à un moment donné, se retrouve en incapacité de valider, de tester l'intégralité du logiciel. Les tests servent à ça. L'autre aspect, c'est que les équipes changent. Un programme informatique, ça vit des dizaines d'années, potentiellement, enfin plusieurs années. Et donc, naturellement, les équipes qui s'en occupent changent. Ces phases de transition, alors elles doivent s'accompagner. Mais les tests, c'est une sécurité et un confort incroyable pour les équipes pour leur permettre de travailler, en fait, en sécurité. Justement, ça garantit que le logiciel, il fonctionne. Et plus il y a de tests, plus cette garantie est forte. Alors, on peut toujours en faire beaucoup plus, c'est ce que tu disais, Bernard. À un moment donné, on détermine un niveau de test qui est un niveau de qualité qui est suffisant pour ce qu'on doit
pour ce qu'on doit livrer. Donc, dans le militaire, c'est un niveau de test très, très développé. Dans le nucléaire, c'est très, très développé. Sur des sujets qui ont un peu moins d'enjeux, on fait un niveau de test qui est plus adapté à cet enjeu. Tout à fait. Donc voilà, au travers de cette phase de test, finalement, après avoir défini les exigences dans le cahier des charges, au travers de cette phase de test, on dit comment doit se comporter le logiciel. Et on automatise cette phase-là. Ensuite, effectivement, et je vais te redonner la main, Thomas, une fois que cette phase de test est définie, on peut commencer à coder, en gros. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Voilà, j'ai déjà discuté, on va peut-être laisser Jason parler de développement. Je te passe la main. Ça marche, ça marche. Donc, au moment du développement, comme l'a dit tout à l'heure Thomas, au moment où on reçoit le cahier des charges, on va découper en petites tâches les fonctionnalités qui sont réalisées. Et après, nous, par ordre de priorité qui vont être définis au préalable, on va directement les développer. Et après, je ne sais pas si je peux aller plus dans les détails, je ne pense pas que ça serait très utile, mais Peut-être déjà déterminer des éléments globaux comme la stack, par exemple, d'un projet. Comment on choisit sur quelle technologie on va travailler? ça dépend aussi quel type de projet, si la personne elle veut. En fait, ça se définit plutôt au moment du cahier des charges, la stack. Moi, j'aurais dit que, imaginons la personne elle veut juste une application mobile, du coup, ça va pas du tout être de la même manière. Ça va pas du tout être le même panel d'applications de stack que ça serait pour un site web ou. Donc, en fonction des exigences qui sont définies dans le cahier des charges, on peut être amené effectivement à choisir des technologies qui répondent plus ou moins bien, en fait, en l'occurrence, qui répondent, mais à ces exigences-là. Donc, en l'occurrence, alors une stack, c'est l'ensemble des technologies qu'on va mettre côte à côte pour construire tout le logiciel. Donc, on parle de stack dans des environnements différents. Donc, par exemple, de stack sur des technologies PHP, PHP MySQL, par exemple, c'est une stack très classique. On a JavaScript avec une base Mongo qui est une autre type de stack. C'est l'ensemble des technos qui constituent un logiciel. C'est un choix initial important puisque c'est là-dessus que c'est la pierre angulaire finalement du logiciel. C'est le langage, c'est la base de données, c'est le framework qu'on va utiliser, souvent il y en a un. Et après, effectivement, sur cette base-là, sur cette pierre angulaire, on va développer des fonctionnalités. Par exemple, Jason, toi, tu fais un projet, voilà, qui consiste à faire un outil de gestion d'administration d'une plateforme web. Quelle est la stack que tu utilises, par exemple? Alors, du coup, la stack, je vais avoir du Nest.js qui va être un framework basé sur du Node. Je vais avoir du Flutter pour ce qui va être le front-end. Et après, tout ça va tourner sous du Docker, déployé sur de l'AWS. Et au niveau de la base de données, on va être sur du MySQL. Voilà. Donc là, on a abordé toutes les dimensions finalement du projet, tous les éléments un peu structurants du projet. AWS, c'est le cloud, c'est ce qui permet de stocker les machines, globalement, le réseau et toutes les infrastructures. On a parlé de Nest.js, qui est un framework JavaScript, donc c'est un langage de programmation avec un framework et un ensemble d'outils qui permettent d'accélérer et de structurer les développements. Ensuite, on a parlé de Flutter, qui est un framework de développement d'interface graphique qui a été développé par Google, qui a l'avantage, en fait, Flutter, pour un seul développement, on est capable de créer des applications qui sont compatibles entre du web, entre du Android et entre du Apple. Donc évidemment, c'est une économie de temps de développement. Voilà, c'est ce genre d'éléments qu'on choisit au tout début d'un projet, en tout cas de la composante technique, pour ensuite permettre de structurer les développements et aux développeurs de développer sur ces frameworks-là. Par exemple, Thomas, toi, tu es sur une autre stack. Sur quelle stack tu travailles? Alors, moi, je pense qu'on peut parler de la stack, mais moins du projet. Oui. Alors, en stack, moi, niveau web, ça va être un peu plus vieux que JSON, notamment de l'HTML, CSS, JS.
notamment avec Jinja et Bootstrap, qui vont être des ressources pour le web. Et en back, on va être sur du Flask, du coup Python. Du coup, c'est un projet qui va se définir des managers workers, donc ça va être un projet qui va être plutôt réparti, donc des managers qui vont vérifier qu'on a bien est-ce qu'une action doit être faite, des workers, donc des travailleurs qui vont faire l'action que le manager a demandé. Tout ça tournera sous du Docker, toutes les ressources, notamment chaque manager sera sous Docker, notre site web sous Docker et du coup l'API, donc le back est sous Docker. Et comme base de données, ça va être du PostgreSQL. Donc notamment, Jason a parlé de Mongo, qui est une base NoSQL, donc qui n'a pas de requête. Nous, on passe sur des requêtes SQL. Voilà, donc là aussi, autre stack, et pour chacune des éléments du logiciel, hein, le stockage, la base de données, le logiciel, on a des réponses différentes. C'est des choix différents qui sont faits à l'initialisation du programme. Alors ensuite, quand vous développez, comment ça se passe une journée quotidienne Irvine, peut-être sur une journée quotidienne de développement où justement on réalise des tâches, comment ça se passe pour te donner des tâches, pour que toi tu avances dessus et que tu montres que c'est fait? Alors en fait, ça va dépendre de la difficulté de la tâche, puisque en fonction du niveau du développeur, la complexité d'une tâche ne sera pas la même. Un développeur qui aura 20 ans de bouteille, faire une méthode, ça sera très simple pour lui, là où un développeur junior comme moi, ça pourra prendre potentiellement plus de temps. En général, on évalue ces petites fonctionnalités avec un système de points dans mon entreprise. Pour l'instant, j'en suis sur les petits points. Je fais de mon mieux. En général, j'arrive le matin, je vais regarder justement mon existant. Je fais une petite rétrospective de ma journée précédente avec ma responsable. Et puis ensuite, je vais tout simplement dire ce que j'ai prévu de faire pour ma journée. Ça permet, entre l'occurrence, d'avoir une idée un petit peu de ce que font les collaborateurs et puis de faire un petit point sur notre travail. À partir de là, en général, je me mets dans mon code tout simplement s'il y a besoin. Mais je vérifie quand même en amont qu'il y a bien une documentation technique. Parce que j'avoue que Thomas et Jason n'en ont pas parlé. Moi, j'aime bien cette vision au long terme. C'est-à-dire que s'il y a une demande de fonctionnalité, Karine, typiquement, nous demande de mettre en place quelque chose. Je veux être certain que dans 10 ans, si jamais moi, je suis plus dans l'entreprise, eh ben, la personne qui va passer sur cette fonctionnalité, elle la comprenne. Et ça se fait au travers de documents techniques. Donc en général, s'il y en a, je ne les fais pas, et puis s'il n'y en a pas, je les fais, tout simplement. À partir du moment où j'ai fait mes documents techniques, je vais mettre justement dans mon code, donc je vais, comme l'a dit Thomas, découper ça en petites tâches, histoire de faire des choses simples. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est la meilleure première version d'une voiture, c'est un skateboard. Voilà, quelque chose de simple avec 4 roues. Et quand je développe, c'est exactement la même chose. Je fais un skateboard qui roule, et puis après, je vais lui rajouter un moteur, je vais lui rajouter un pare-choc, je vais lui rajouter des portes, etc. Je prends mon temps. Et puis, ça permet aussi, du coup, de structurer ma pensée sur cette fonctionnalité et d'en faire quelque chose de beaucoup plus propre, de la subdiviser en plus petites fonctions. Et puis, ça va éviter de se retrouver avec un fichier, en l'occurrence, moi, PHP, qui fait 800 lignes et où on ne comprend rien, on n'a aucune idée de ce qui se passe. En travaillant comme ça, en général, ça me prend un petit peu de temps. Si jamais j'ai bien travaillé et que j'arrive à réaliser ma fonctionnalité dans la journée, je vais utiliser un logiciel qu'on appelle Git. Certains connaîtront peut-être. C'est un logiciel qui va permettre de mutualiser le code entre développeurs, de faire en sorte d'y avoir aussi accès sur une plateforme en ligne. Ça va permettre d'une part une relecture par ma responsable, entre autres, et puis surtout, si jamais ma fonctionnalité est bien travaillée, on va dire à 90%, mais qu'il y a 10% qui ne sont pas bien, de tout simplement refuser une partie de mon code où il va falloir retravailler, mais accepter les autres parties. Voilà, en gros, mes petites journées. Donc là, on est effectivement à l'interface entre la gestion et l'animation du projet. C'est-à-dire que souvent, il y a des gens pour ça, selon les méthodologies de gestion de projet, mais ça peut être un Scrum Master, par exemple, pour la méthodologie Scrum, qui va effectivement identifier l'ensemble des tâches à réaliser. Donc avec une stratégie où effectivement on divise pour les simplifier aussi, pour les rendre accessibles chacune des tâches. Donc ça, c'est un gros travail de conception. C'est prendre un problème qui est complexe,
qui dépasse même la capacité à l'aborder d'un seul coup, pour le subdiviser en tâches plus simples, jusqu'à temps que chacune de ces tâches soit réalisable finalement en 1 heure, 2 heures, 3 heures, selon les cas. Mais en tout cas maîtrisable par un développeur. Une fois qu'on arrive à ce niveau de précision, de granularité, alors on répartit les tâches dans l'équipe. Et naturellement, lorsque le développeur réalise ses actions, à la fin, il les livre. Et donc, il y a ces procédures de contrôle qui sont faites au travers de démonstrations. On montre que ça marche en cliquant sur le logiciel. Et puis derrière, on accepte le code et on l'intègre dans l'existant logiciel. Question super intéressante pour vous au quotidien. Est-ce que l'intelligence artificielle vous aide à développer? Ouais, moi je sais que je m'en sers beaucoup. Alors, c'est pas, je demande à ChatGPT de me, excusez-moi l'expression, pisser du code. L'idée, elle n'est pas là. Moi, je m'en sers entre autres pour des traductions en anglais, pour des fois m'expliquer une ligne de code que j'ai pas bien compris. Je m'en sers aussi pour mon cahier des charges, typiquement. J'ai pris des notes, et puis je vais demander à Bard, par exemple, ou à ChatGPT, de me synthétiser ça, d'en faire quelque chose d'un petit peu plus propre. Mais il faut pas voir l'intelligence artificielle comme la solution à tout. Même pour le code, il faut relire, il faut faire attention, il faut comprendre son code avant d'être capable de l'envoyer à ChatGPT et puis de se dire que ça marche. C'est un truc qui me fait un petit peu peur, moi, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle dans notre métier, c'est qu'on se retrouve à avoir du code qui est partout le même parce que tout le monde a utilisé ChatGPT ou autre pour le faire. Je trouve que c'est pas pertinent de l'utiliser comme ça, mais c'est un très bon outil. C'est un outil. C'est un outil. Il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de mauvais marteau, il n'y a pas de bon marteau, il n'y a que des marteaux. Pour l'intelligence artificielle, c'est la même chose. Pour la deuxième Comment vous question. l'utilisez, Jason et Thomas, vous, l'intelligence artificielle? Pour ma part, oui, je l'utilise même tous les jours. J'utilise ChatGPT, j'utilise même Copilot. C'est une IA qui nous aide à coder directement par rapport à ce qu'il y a sur Internet, qui maintenant aussi est basé sur ChatGPT. Après, personnellement, je l'utilise pour développer, mais aussi, genre, comme l'a dit un petit peu, Irvine, pardon, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Je l'utilise aussi pour traduire ou même des fois pour simplifier ou alors quand je vais parler à une personne qui n'est pas du tout langage technique et que je galère à trouver justement le langage qu'on pourrait dire un petit peu moldu, enfin un langage plus un langage plus compréhensible pour les gens qui n'ont pas la technique, et bah des fois ça peut m'aider à trouver des métaphores ou quelque chose comme ça et vous-même, des fois, pour des petits problèmes à la fin de la journée où on est fatigué, il peut facilement nous aider pour ce genre de choses. Mais comme l'a dit Irvine, c'est vraiment comme un outil et pas comme. Il faut vraiment pas en dépendre non plus, quoi. C'est juste un outil qu'on utilise pour nous aider. C'est un outil de productivité, mais ce n'est pas encore un créateur de code, finalement. C'est ça. Ça vous simplifie. Alors, il y a une question complémentaire qui met comment faire confiance à un code sur une plateforme. Je rebondis là-dessus. Parce que justement, ça rejoint encore une fois les tests. Alors, je vais peut-être séparer les tests en deux parties, hein. Il y a les tests qui sont propres aux développeurs, qui sont les tests dits boîte blanche, c'est-à-dire avec toute la structure du code, et là, c'est le développeur qui sait ce qu'il a fait. Mais quand on fait des tests, il y a aussi la partie boîte noire, donc on ne se préoccupe pas du tout de la manière dont ça a été écrit, parce que ce qui nous intéresse, c'est savoir ce qu'on met en entrée et savoir ce qu'on obtient en sortie. Donc, suivant le niveau de test qu'on a réalisé, effectivement, on pourra faire confiance, on revient un peu à la discussion qu'on avait au début, à l'outil qu'on est en train de développer. Si on estime avoir couvert 98% des tests, dans le cas qui nous concerne, on va dire c'est bon, allez, on donne un go et puis on peut passer à une version différente et mettre tout ça en production. Voilà. Donc intelligence artificielle ou pas, peu importe. De toute façon, il y aura des tests et on va bien vérifier si ça correspond à ce qu'on attend. Je ferme la parenthèse. C'est exactement ça. Et alors, il faut savoir aussi par rapport au temps. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est complexe. Un logiciel, ça peut prendre des mois et des mois. Et naturellement, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué là, ces 15 dernières années. Auparavant, on rentrait dans un projet, ça durait des mois, et puis à la fin du projet, on livrait. Et ça pouvait commencer à être utilisé. On ne fait plus du tout comme ça maintenant.
C'est une transition vers l'agilité, c'est comme ça que ça s'appelle, qui s'est opérée ces 15 dernières années. Et en fait, maintenant, tout le process qu'on vient de vous expliquer entre la conception, voilà, les méthodes agiles, la plus connue étant Scrum, mais ce n'est pas la seule, il y en a plein d'autres. Tout ce process qu'on vient de vous expliquer entre détection des besoins, conception, tests initiaux, développement, vérification, et on va parler ensuite de la mise en production. En fait, c'est un cycle. C'est un cycle qui se passe en permanence. Et généralement, ce cycle-là prend, selon les entreprises, selon les projets, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois maximum. Mais ça a tendance à aller de plus en plus vite pour pouvoir mesurer les effets du logiciel sur le terrain par les utilisateurs au plus vite. Donc, par exemple, Facebook, eux, quand ils développent, ils sont capables de faire ce cycle-là en moins d'une demi-journée pour mesurer en temps réel quasiment les effets d'un travail du point de vue utilisateur. Et là aussi, il y a des stratégies. Les cycles sont de plus en plus courts, tout à fait. Et c'est aussi un élément de motivation, de diversité, de voir que ça avance, de voir que ça a des résultats. Voilà. Donc là, on a parlé effectivement du début du cycle qui nous amène à la production des fonctionnalités, à la vérification finalement de ce qui a été fait est conforme, fonctionne. Maintenant, une fois que ça fonctionne, comment on peut mettre ça en production? Comment on livre finalement ce logiciel aux utilisateurs? Irvine, tu veux en parler? Alors moi, je peux en parler. C'est vrai que j'ai pas précisé tout à l'heure où est-ce que je travaille. Je travaille à Talenty. Du coup, en fait, c'est une petite boîte rennaise où, en l'occurrence, tout le travail que je fais va être utilisé en interne. Il n'y a pas de déploiement sur Internet. C'est pas accessible depuis l'extérieur de l'entreprise. Donc moi, j'ai un cas un petit peu particulier à ce moment-là, puisque Jason disait tout à l'heure, lui, il déploie sur AWS. Moi, je vais utiliser un serveur web Apache qui va me permettre de déployer mon application. Je vais pas parler de ma stack, mais moi, je travaille en PHP avec le framework Symfony. Quand je mets en production, en fait, je vais tout simplement aller sur mon serveur, voilà, qui va lui-même contenir mon serveur web. Non, pas du tout, Maxime. Ça, c'est pour les développeurs, c'est un non plus. WAMP, exemple, si tu veux, c'est un conteneur qui va contenir tout ce dont tu as besoin pour ton processus de développement. Quand tu passes en production, tu vas éviter de faire ça. Pourquoi? Parce que WAMP, par exemple, toutes les distributions AMP, j'ai envie de dire, en fait, c'est des passoires. C'est très dangereux en termes de sécurité, donc on évite d'utiliser tout ça. Pas très bien. Donc moi, j'ai un serveur web que j'ai configuré qui va être sur un serveur spécifique. J'ai plusieurs serveurs d'ailleurs en fonction des sites de production, puisque j'ai des sites de production sur Rennes, Trégueux, Saint-Herblain. Donc les serveurs ne sont pas tous physiquement au même endroit, entre autres. Mon serveur web Apache que je configure depuis un petit moment, hein, sur lequel je travaille, faire en sorte que les requêtes soient redirigées. Pour certaines applications, on a fait HTTPS. Pour d'autres, c'est pas le cas, en fonction des besoins de l'application. Voilà. On va faire en sorte aussi, quand on passe en production, de vérifier que notre travail correspond à l'environnement de production, parce que typiquement, en développement, on ne va pas avoir la même adresse mail, typiquement. Si on doit envoyer un mail via l'application, en développement, on ne va pas faire en sorte que ça arrive sur la vraie boîte mail de nos utilisateurs, mais plutôt sur une boîte mail poubelle, entre guillemets. Donc, quand on passe en production, ça, c'est des petites choses qu'il y a à vérifier. Ensuite, on va vérifier qu'il n'y a pas de bug, hein, tout simplement, en lançant les tests, puisque les tests de développement et les tests de production, chez moi, ne sont pas exactement les mêmes. Typiquement, pour le cas de l'adresse mail. Voilà. Alors, en complément pour les tests, oui, pardon, en complément pour les tests, on a 2 types de tests aussi dans lesquels on implique le client. Il faut peut-être en parler rapidement. Les alpha-testeurs et les bêta-testeurs, enfin, on va dire les tests qui sont faits. Alors là, c'est un peu particulier puisqu'on est sur des applications mobiles, par exemple, ou des applications web. Mais disons qu'on peut impliquer, suivant le degré de confidentialité ou de sécurité de développement, le client chez nous. Donc, il va venir chez nous et puis tester tout ça en interne pour voir si ça va bien. Et puis après, il peut l'utiliser sur une plateforme de test chez lui, similaire à celle qui sera en production. Bon, là, en l'occurrence, on est sur des plateformes
AWS ou autre, on pourrait mettre deux plateformes en parallèle, hein, celle qui est en réelle production et puis celle qui sera visée par le client pour voir s'il est d'accord avec tout ce qu'on a mis en place. Donc le client est toujours impliqué dans ces tests juste avant la mise en production, puisque c'est lui en fait qui donne le feu vert. Par exemple, Thomas, est-ce que tu veux nous parler de comment ça se passe, toi, la mise en production, du développement jusqu'au client, en fait? Oui, je peux Combien de parler de ça. plateformes et comment ça se passe pour déployer ça? Pour déployer, comment ça se passe? Donc, nous, du coup, comme on disait, on travaille sur Docker. Donc, en fait, Docker, comment ça marche? C'est une image, on va dire une image, ça va être un code contenu dans un tout petit endroit, en fait, qui va pouvoir être téléchargé de partout si on a les accès pour l'avoir. Donc, notamment, ce code, je vais, comme disait Irving tout à l'heure, le mettre sur Git. Moi, du coup, c'est pas GitHub, ça va être GitLab. Je vais créer en fait cette image, je vais la stocker quelque part, et en attendant justement de vouloir la déployer à un endroit, notamment l'environnement de développement, donc ça va être un serveur où je vais déployer ces images notamment pour les tester. Donc on arrive sur la machine, on télécharge ces images, on lance ces images, et ces images en fait vont lancer justement tout ce que nous on a codé derrière. Donc ça va déployer en fait, c'est ça qu'on appelle le déploiement, ça va déployer toutes les instances qu'on a besoin. Et suite à cela, du coup, on va pouvoir avoir soit un accès web, etc. Donc en fait, imaginons l'image va faire la certification de votre site web, va créer l'instance web et créer par exemple l'API. Donc l'API, c'est justement ce que le web va faire appel à pour fonctionner. Donc ces trois instances sont dans une image et ça va créer justement votre site web. C'est du packaging, en fait. C'est du packaging, exactement. C'est Amazon, mais version web only. Et après. Alors, une fois que c'est déployé, donc packagé, puis déployé sur ta plateforme de dev, vous testez ça et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous déployez sur une autre plateforme ou comment ça se passe dans ton Donc, ça suit projet? une phase de test, notamment. Une fois que c'est sur dev, c'est en conditions réelles, on va dire. Et c'est bien de tester sur un environnement développeur, mais déjà un environnement développement, ça va être plus accès tout public. On va avoir des tests plus poussés, des tests notamment du coup côté plus client. On s'en rapproche. Puis donc on va dire c'est un espace de production. Après, il va y avoir du coup, non, c'est plus un espace de développement avant de passer en état de production. Donc, nous, on a développement, pré-prod, prod. Donc, après l'étape de développement, on va envoyer en pré-prod pour les tests clients sur, on va dire, une base de données plus petite, mais une base de données fonctionnelle sur lesquelles ils vont pouvoir faire leurs tests, être sûr que tout marche. Donc, de notre côté, certes, on a une suite de tests, mais il y a des problèmes qui peuvent passer, ça arrive. C'est pour ça qu'il y a une étape du coup de pré-prod. Avant d'envoyer à la production, on est quasiment sûr que tout marche, même si des petits couacs peuvent arriver, ça arrive à tout le monde. Et c'est un peu Donc, cette on étape. a bien un cycle de validation, le développeur, le responsable, le client, et enfin, ça arrive en production qui est finalement la vraie vie. Exactement. Super. Et donc, derrière, il y a effectivement des process qui permettent finalement de transformer le code en un package, un produit. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, l'image Docker. Cette image Docker, elle est ensuite mise sur les serveurs pour pouvoir être utilisée par les utilisateurs. Il y a plein de choses dont on n'a pas parlé, et parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, dans tout ce qui est de l'ordre de la gestion des règlements. Hein. Par exemple, je ne sais pas si certaines personnes dans l'audience ont entendu parler de RGPD. C'est des genres de choses qui ont un impact aussi sur le travail des développeurs. Il y a aussi tout ce qui est de l'ordre de la sécurité aussi, dont RGPD d'ailleurs est connexe. Tout ce qui est de l'ordre de la sécurité aussi, qui fait partie des exigences qui ne sont pas fonctionnelles, mais qui sont des exigences techniques à respecter. Donc, faire en sorte qu'on ne puisse pas être attaqué, faire en sorte que voilà, il n'y ait pas de faille dans le logiciel, etc. etc. Et naturellement, tout ça, ça rentre en fait dans le package des exigences qui ont été évoquées au début et qui doivent être validées à la fin pour que le produit puisse être livré. Dans toute cette partie de présentation, on n'a pas beaucoup fait appel à Karine pour lui montrer
naturellement commence à avancer, mais c'est quelque chose qui est fait au quotidien. C'est-à-dire qu'à chaque fin de cycle, chaque fin de toutes les 2 semaines, 3 semaines, selon les boîtes, naturellement, il y a une livraison qui est faite. Et naturellement, la cliente, qui est quand même la personne qui paye et qui a le besoin, elle est amenée à tester elle-même, à utiliser et puis à formuler des retours. Parce que des fois, en fait, quand on exprime un besoin, on n'est pas trop sûr, on se trompe, ou ça peut évoluer tout simplement. Donc, il y a un espace, effectivement, dans le projet où on est en mesure de prendre en compte les feedbacks, les retours des utilisateurs pour les intégrer et faire les adaptations qui vont bien dans l'itération de développement qui suit. Donc ça, c'est des process très vertueux. Et en fait, ce que ça permet, c'est de diriger le projet vraiment au plus proche des besoins des utilisateurs. Alors, je crois qu'il y a un atelier demain, Karine, ou après-demain, autour de justement la mise en place de projets agiles. Certainement que ça parlera de ces aspects-là. Au-delà des méthodologies de mise en place, voilà, là, on a eu un panel de compétences finalement qui permettent d'aborder les différentes phases importantes du projet. Moi, ce que je trouve intéressant de souligner, c'est que finalement, c'est pas chacun à son poste et chacun sur sa mission avec des œillères. En fait, c'est à chaque fois des gens voilà, qui sont très transverses, qui peuvent intervenir sur différentes parties. Irvine, tu le disais, toi, tu es au four et au moulin, tu es de la détection des besoins à leur formalisation jusqu'à la mise en place des outils en production. Donc, tu as un profil très polyvalent, là où d'autres personnes vont être plus spécialisées sur certaines missions. Par exemple, il y a des personnes, on parle de développeurs front, qui travaillent quasiment exclusivement sur les parties visibles de l'iceberg, donc les interfaces graphiques. C'est quelque chose qui existe. Ou développeur back, plutôt la partie immergée de l'iceberg. Donc, en l'occurrence, le fonctionnement du logiciel une fois que, au-delà des interfaces graphiques. Pardon. Est-ce qu'on peut qualifier Irvine de DevOps? Eh bien, pour répondre à cette question, peut-être Irvine, tu veux te qualifier toi-même? Moi, je dirais full stack, hein, Irvine. Alors, je suis full stack. Moi, je ne suis pas DevOps, mais ça fait partie de mes casquettes. Je vais être DevOps, je vais être MOA, je vais aussi faire TSSR, je vais aussi faire la. Enfin, ouais, je suis sur tous les fronts. Je suis sur un service à moi tout seul. C'est à la fois très intéressant et parfois un petit peu frustrant, malheureusement. Mais non, je ne suis pas DevOps. Je suis concepteur, développeur d'applications. Je touche à tout. J'ai les mains dans le cambouis à tous les stades. Ça, c'est ton poste statutaire, mais en fait, tu fais plein d'autres choses. Ouais. Et effectivement, un DevOps, alors peut-être pour préciser la question, c'est un mouvement qui est apparu, je dirais, fin des années 2000, donc 2006, 2007. Et en fait, c'est un mouvement qui vise à fluidifier et à automatiser cette interface entre le développement, la phase de développement et la phase d'exploitation. Donc le moment où le développeur conçoit les applications et le moment où les applications elles tournent sur des machines. En fait, auparavant, on faisait tout à la main. C'était très artisanal et c'était évidemment peu qualitatif. Ça générait beaucoup d'erreurs. Et puis au cours de ces dernières années, tout ça s'est largement automatisé, avec un contexte aussi d'apparition du cloud, avec un contexte aussi de raccourcissement des temps de production. Donc, il faut automatiser un certain nombre de choses. Le DevOps a permis ça. Et donc, actuellement, des tâches qui prenaient plusieurs jours il y a 10 ans, en vérité, maintenant, ça prend 30 secondes. Mais ça demande beaucoup de travail en amont de configuration des outils. Mais voilà, cette dimension-là a énormément apporté à la capacité à produire bien, vite et souvent, en vérité. Peut-être qu'on pourrait parler des parcours, alors qu'on a pu Irvine, des parcours de chacun dans cette dimension, puisque là on a Jason et Thomas qui sont 2 étudiants, Bernard qui n'est plus étudiant, qui est formateur. Qui est formateur, voilà, oui. Bernard, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours qui est riche aussi? Oui, alors c'est vrai que je suis le plus vieux du groupe là.
Bon, j'ai commencé dans les années 80 en tant que développeur, on appelait ça analyste programmeur à l'époque, sous Prolog, qui est un système, alors c'est le premier système d'exploitation français qui a eu lieu pour de la micro-informatique, hein. Alors, sur une petite histoire, R2E est une société qui a existé dans les années 70. R2E, c'est la société qui a créé le premier Micral, le premier micro-ordinateur, avant Apple, hein, avant l'IBM PC. Et on a développé donc au niveau de Bull en France des ordinateurs qu'on appelait des Micral, qui étaient multipostes, multitâches, hein, un peu comme les Unix aujourd'hui, avec plusieurs utilisateurs en même temps sur un système d'exploitation qui était capable de gérer donc des langages de gestion. Donc j'ai développé effectivement des solutions pour les laboratoires d'analyse médicale, pour les kinés, pour les infirmiers. Après, je suis passé plutôt aux parties avant-vente, formation. Donc j'ai abordé pas mal de métiers, hein, de la restauration à l'exploitation d'usines, des fois enfin, assez complexes. Je suis passé ensuite à la CAO mécanique et bâtiment, ça ne vous parle pas forcément. CAO, c'est tout ce qui est conception assistée par ordinateur. Donc là, ce sont plutôt les bureaux d'études. Donc mécanique, le leader par exemple, enfin, en France, c'est Katia avec la société d'édition, enfin avec Dassault, qui est leader du marché à ce niveau-là. Au niveau de la CAO bâtiment, c'est pour faire des maisons avec du calcul de structure derrière. Donc là, c'est plutôt AutoCAD, par exemple, qui est leader du marché mondial avec différents outils qui permettent de faire de la mécanique également. Et puis, depuis une vingtaine d'années, je suis dans ce que j'appelle la gérontologie informatique, c'est-à-dire je maintiens en vie des systèmes qui ont 30-40 ans d'âge, qui sont toujours dans l'industrie. C'est-à-dire que là, on est en train de parler de nouvelles technologies. Alors oui, il y a des mixtes, hein. C'est-à-dire qu'on a ces vieilles technologies qui existent depuis 40 ans, et qui ont été le support de développement en Fortran, par exemple. Alors ça ne parle pas forcément à toutes les personnes, mais il y a des demandes de développeurs Fortran aujourd'hui parce qu'il y a encore des développements qui doivent se faire jusqu'en 2035. Voilà, donc là je me trouve confronté de temps en temps à des difficultés par rapport à tout ça. Donc tout ça, c'est en parallèle de mon activité de formateur, puisque ce que je fais depuis des années, c'est du développement et donc du test. Et donc effectivement, je rentre aussi dans des cursus de test, de gestion des exigences, d'explication, on va dire, de préparation justement aux certifications Scrum ou ISTQB. Voilà. Donc ce sont différentes choses que je fais en parallèle. Donc je vais m'arrêter là, hein, puisque j'ai touché aussi un peu à du React ou autre, mais ça, ce sont sont des outils qui permettaient, surtout il y a quelques années, de développer assez rapidement des applications mobiles. Voilà. Mais là, on est plutôt sur du web app aujourd'hui avec les plateformes dont on a parlé voilà, à l'instant. Merci Je Bernard. m'arrête. Et Irvine, ton parcours aussi, parce qu'il est atypique, ton parcours. Ouais, moi je suis pas tombé dans la marmite de potions magiques quand j'étais petit comme Bernard. Moi j'étais cuisinier avant, j'étais cuisinier pendant 15 ans, ça a été ça ma marmite. Et puis l'arrivée du Covid a fait que bien une envie de retrouver ce rythme de vie que j'ai goûté pendant les confinements. Le fait d'avoir des soirées, des week-ends, d'avoir une vie de famille. Bon, même si la vie de famille c'était pas le cas pendant les confinements. Je me suis décidé à changer de métier, donc j'ai entamé une phase d'introspection qui m'a gentiment poussé vers un métier passionnant. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais notre métier aujourd'hui, il est passionnant. Tous les jours, on apprend des choses, tous les jours, on se remet en question. Je pense que même Bernard, encore aujourd'hui, tu découvres des choses quand tu travailles. Ça, c'est génial. C'est vraiment génial. Donc, j'ai entamé une reconversion l'année dernière et j'ai fait un bac+2 D2WM, une formation accélérée avec l'école nantaise d'informatique, l'ENI. Au terme duquel je suis sorti major de promo et j'ai intégré une deuxième formation où je suis actuellement du coup en alternance avec Talandi. J'ai choisi cette entreprise parce que j'avais besoin de retrouver du sens dans mon travail. Je n'en avais plus avant. Talandi, je ne l'ai pas dit, mais c'est une entreprise rennaise dont la mission première, c'est de retrouver un travail aux personnes en situation de handicap. Donc, je suis très fier de mon entreprise. Je suis très fier aussi de mon parcours depuis ma reconversion. J'ai retrouvé un travail où je m'épanouis et je m'accomplis. Et c'est tout ce que je vous souhaite si jamais vous êtes dans cette phase-là aussi.
Et effectivement, c'est un. Alors pour le coup, je vais pouvoir témoigner moi, du passage inverse, parce que là, Irvine, tu témoignes du fait que bah, voilà, toi, tu avais commencé un métier dans la cuisine, puis tu es venu à l'informatique. Donc, c'est aussi des filières qui permettent de se reconvertir naturellement. Et puis, c'est le cas de beaucoup de personnes qui sont actuellement sur le marché de l'informatique, hein. Beaucoup sont dans des phases de reconversion. Mais l'informatique, c'est aussi un métier qui ouvre des portes vers d'autres métiers. Bon, je vais parler de mon cas. Alors moi, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit, hein. À 10 ans, premier code, j'ai toujours voulu être informaticien et j'ai fait des études d'informatique. Et voilà, à 24 ans, premières armes avec le clavier, donc développeur, puis naturellement, avec le temps, on continue dans cette filière-là pour devenir voilà, responsable technique, puis chef de projet, puis directeur technique. Et puis bah, voilà, à un moment donné, j'ai cru que j'avais fait le tour. J'ai eu cette opportunité de devenir directeur d'école, directeur d'une école d'informatique à Rennes, l'Epitech pour ne pas la citer. Là, et donc ça reste dans le même domaine, mais c'est un autre métier en fait. Et naturellement, il y a beaucoup de gens qui évoluent, soit au contact des projets ou des clients qu'ils ont, vers une connaissance accrue des secteurs d'activité et donc qui vont évoluer plutôt vers le côté métier en fait. Ils peuvent jusqu'à être commerciaux parfois, ou alors vers la dimension managériale, ou alors sur des transitions vers d'autres métiers. C'est des choses qui existent aussi après l'informatique. C'est-à-dire qu'on peut arriver à l'informatique avec un autre background et on peut évoluer ailleurs avec le background informatique. Ce n'est pas du tout limité. Une des grandes satisfactions qu'on a, c'est que finalement, on a toujours plusieurs métiers. On a notre métier de technicien informaticien, voilà, c'est la base. Mais naturellement, il y a aussi le métier des clients. Très clairement, pour pouvoir réaliser le projet de, de Karine, bah, il faut s'intéresser à son métier, quoi. Il faut essayer de comprendre comment ça marche, il faut essayer de comprendre ce qu'elle fait au quotidien. Et au fur et à mesure, c'est des choses qui s'imprègnent. Là, j'imagine, Irvine, qu'au sein de Talandi, tu dois effectivement avoir plein de cas et Ouais, d'interlocuteurs qui comprennent rien à l'informatique parce que c'est pas leur métier. Mais par contre, toi, tu es obligé de comprendre ce qu'ils font. ouais, exactement. Et puis en plus de ça, vu que c'est une entreprise quand même assez particulière, on a vraiment plein de secteurs différents, hein. Ça va de l'industrie en passant par le textile, le vélo. Enfin, il y a vraiment plein de secteurs différents dans mon entreprise. Et du coup, c'est vrai que bah, il faut que je m'imprègne de tous ces secteurs-là et c'est pas toujours simple. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que ben, demain, si jamais je me sens vraiment bien chez Talandi et que j'ai envie à nouveau de changer de métier, bah, je pourrais intégrer ces services parce que bah, j'aurais appris leur métier mine de rien. Ça marche. Je voulais peut-être passer la parole à Louise. Louise, je ne sais pas si tu es parmi nous, parce que toi aussi, tu as un parcours particulier pour arriver à l'informatique. Oui, bonjour, vous m'entendez? On t'entend très bien. Ouais, super, Bonjour c'est ça. Louise. Donc ouais, effectivement, j'ai pas commencé moi par, directement l'informatique. À la sortie de mon bac, donc en 2020, je me suis plutôt orientée moi vers la biologie, où du coup j'ai fait, 2 ans en fac de biologie et après en fait, je me suis rendu compte tout simplement que ça me plaisait pas, que je voyais pas vraiment de perspective, là-dedans. Pendant 1 an, du coup, j'ai cherché et au final, je suis tombée donc sur l'informatique et là, je suis en première année, du coup, à l'EPSI, qui est une école d'informatique pour un cycle, pour 5 ans. D'accord. Super. Donc, moi, j'ai une question à vous poser à toutes et tous. C'est quoi votre satisfaction la plus élémentaire au quotidien? Thomas, par exemple, qu'est-ce que tu aimes le plus dans l'informatique au quotidien? Alors au quotidien, bonne question. Moi j'aime juste développer tout court. Donc je pense que moi je fais partie de ceux que voir du visuel, peu m'importe. J'aime bien les lignes de code, j'aime bien mettre les mains dans le cambouis. Plus comme Bernard, juste comme les gens de son époque. Je suis un peu un petit vieux, mais c'est excellent. Moi j'adore. C'est un peu ma petite arrogance de jeune, ça. Non, mais voilà, moi, c'est un peu en fait la fonctionnalité. J'adore les fonctionnalités, j'adore développer les fonctionnalités. Je pensais plus concrétiser en fait des actions. Je dirais c'est plus ça ma satisfaction, c'est concrétiser des actions et en fait avoir un impact
être dans ce que je fais. Je pense que c'est un must-have, c'est quelque chose qui est excellent. C'est savoir que la chose qu'on fait a un réel impact et une satisfaction pour les autres. Bernard, justement, avec le recul, c'est quoi les satisfactions du quotidien? Les satisfactions, il y en a beaucoup. Alors, humaine, parce que à chaque fois qu'on écoute, qu'on analyse de nouveaux besoins, on apprend des choses. On apprend des choses et l'informatique est là pour faciliter la vie des gens. Donc, il faut prendre beaucoup de temps justement pour écouter et on se met dans la peau de métiers qu'on ne connaissait absolument pas parfois. Donc, ça c'est déjà passionnant. Après, il y a le côté technologique. Et le côté technologique, ça va tellement vite, surtout ça s'accélère depuis quelques années, où il faut se pencher régulièrement sur des nouvelles technos qui arrivent. Est-ce que développer sur du Unreal pour de la réalité augmentée, c'est intéressant aujourd'hui ou pas, etc. Enfin, il y a toujours des choses qui arrivent, qui soi-disant sont miraculeuses par tous ceux qui sortent de l'école, et puis qui, des fois, quand on est sur des perspectives un peu plus longues de 5-10 ans, posent des interrogations. Donc, il ne faut pas se jeter n'importe où, n'importe comment, parce que c'est à la mode, voilà. Donc, mais c'est passionnant. C'est-à-dire, ça nous amène à discuter justement avec les éditeurs, avec les responsables, avec voilà, qui fait quoi, vous allez où, quelle est votre politique. Si vous travaillez avec une technologie géniale qui demain se fait racheter pour être tuée, ça arrive régulièrement, je l'ai vécu. En tant qu'éditeur, ça peut poser des problèmes. Voilà. Il y a un cas assez parlant de la techno Flash. Donc, c'était Par une exemple. techno il y a 20 ans qui avait inondé le web, quoi. Donc, parce que c'est très, très joli, très, très utilisable, très dynamique. Et à l'époque, c'était vraiment quelque chose qui était une référence en vérité. Sauf que voilà, cette techno, elle s'est faite tuer par Google en vérité. Google a vraiment mis des freins pour que cette techno se propage. Et du jour au lendemain, des gens qui avaient développé des compétences fortes sur Flash, en fait, ils ont dû se reconvertir aussi, quoi. Donc, il y a des paradigmes comme ça, des choses qui naissent, qui meurent, et puis des choses qui restent. Tu disais tout à l'heure sur les technos pour lesquels tu travailles, c'est potentiellement des technos assez anciennes, mais qui sont encore en production sur des systèmes bancaires, sur des systèmes militaires, sur plein d'applications industrielles, par exemple. Et il faut les maintenir. Et il faut parfois les faire évoluer. Et donc ça nécessite des compétences qui doivent encore perdurer, quoi. Au quotidien, Irvine, toi, ta satisfaction principale, c'est quoi? Alors, pardon, hein. Mais c'est d'avoir des horaires de moldu, je cite, puisque comme je le disais, avant je travaillais en restauration, j'avais une amplitude horaire qui était extrêmement compliquée. J'avoue que ma petite satisfaction quand je finis le soir à 16h30, elle est très agréable. Mais pour parler plus sur le côté IT, moi c'est ce côté où je prends un ticket et je le résous. Et ça, je trouve ça génial. Ce côté de, OK, il y a quelqu'un qui a rencontré un problème, je suis un peu le super-héros, donc j'enfile ma cape et mon slip sur mon pantalon, et puis je viens lui sauver la mise. Je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment génial. C'est moi qui l'ai fait et ça marche, c'est fini, quoi. Ouais, exactement, ce côté. Bon, j'ai galéré, j'ai mis du temps à comprendre ce qui se passait. OK, là, ça marche. Putain, ça marche vraiment. C'est génial. C'est génial. Moi, j'adore. Vraiment, j'adore. Et ça, je trouve, c'est vraiment une satisfaction élémentaire qui perdure au fil des années, c'est-à-dire que ça commence dès les premiers moments au clavier, ça marche, c'est moi qui ai fait, c'est super, jusqu'à la fin, il y a un gros projet qui est terminé, je suis content, ou tiens, on a atteint tel objectif, et il y a cette satisfaction-là qui évolue, mais qui perdure toujours avec le temps. Excuse-moi, Aurélien, j'aurais une petite question à poser à Irvine, parce que Dis-moi. suite à d'autres webinaires, on a parlé des compétences transférables. Et toi, dans ta situation, quelles sont les compétences que tu as développées quand tu étais cuisinier et qui aujourd'hui te servent? Alors, je te parle de compétences évidemment pas techniques, quoique, on ne sait jamais. C'est une question qui est ultra intéressante. C'est vraiment très, très intéressant. Je te remercie de la poser. Dans mon travail en restauration, il a fallu que j'apprenne à optimiser mon temps parce que le service, il commence à midi, il commence pas à 12h15, donc à midi, il faut que ça soit prêt. Donc j'ai appris à vraiment
subdiviser mes tâches et à les optimiser. Typiquement, quand on fait des pâtes bolognaises, on va pas attendre que les pâtes soient cuites pour commencer la bolognaise. On va commencer la bolognaise pendant que l'eau des pâtes elle chauffe. Dans mon travail, c'est la même chose. Il y a certaines choses qui prennent plus de temps. Typiquement, je vais avoir une procédure stockée à appeler. La procédure stockée va me prendre 28 minutes. Pendant ces 28 minutes, je vais pas rester à attendre que mon écran, que les données, elles s'affichent. Je vais faire autre chose. Mais c'est valable pour ça, mais aussi pour le travail avec mes collaborateurs, parce que j'essaye depuis un petit moment de guider un de mes collaborateurs à monter en compétence sur la techno que moi je maîtrise alors que lui ne la maîtrise pas. Et ça fait partie des petites tâches, puisque il va être occupé tant de temps sur cette tâche-là, je le sais, je l'estime. Ça veut dire que moi, pendant ce temps-là, j'ai le temps de préparer autre chose. Et quand lui va avoir fini, je vais revenir là. Il va y avoir aussi ma maniaquerie, j'ai envie de dire. J'aime que les choses soient carrées, nettes, propres, précises. Chaque place sa chose, chaque chose sa place. Ça, en l'occurrence, dans le code, c'est bien. C'est bien parce qu'un code qui est bordélique, ça se voit. Et puis c'est pas agréable à lire, c'est pas agréable de repasser dessus, même quand c'est moi qui l'ai fait. Donc je travaille de manière propre, j'ai envie de dire. Il y a aussi mon savoir-être au quotidien, hein, puisque j'ai beaucoup travaillé en show cooking, donc en cuisine ouverte. Il a fallu que j'apprenne à avoir une certaine tenue, une certaine personnalité à mettre en avant dans ces moments-là. Et ça, c'est quelque chose qui a fait de moi un profil intéressant. Je pense qu'aujourd'hui, le métier de développeur, il est accessible à tout le monde. Pour autant, ça ne veut pas dire que tout le monde est un bon élément dans une équipe. Je pense qu'il est plus intéressant d'avoir quelqu'un qui sait s'intégrer à une équipe et qui va prendre le temps de monter en compétence, même s'il est un petit peu moins fort techniquement que certains, plutôt que d'avoir quelqu'un qui se prend pour le crack des cracks et qui malheureusement met une ambiance pourrie au travail. Ça fait partie de mes points forts, en tout cas. Merci. Thomas, je te voyais que tu acquiesçais. Peut-être que c'était pas pour ça, mais tu es d'accord avec ce côté. Je connais dans mon métier des gens qui sont des cracks monumentaux et qui pourtant apportent une bonne humeur incroyable. Et c'est vraiment super de travailler avec des gens comme ça. Donc, j'acquiesce. Le travail en équipe est en effet super important. C'est la base de notre métier en soi, même si on peut travailler en solo, le travail en équipe, ça permet de nous avancer plus loin et même parfois plus rapidement. Diviser pour mieux régner et quelqu'un peut faire une tâche, tant qu'on connaît la finalité de la chose, c'est plus simple de diviser pour régner. Oh, c'est beau ça, diviser pour régner. Je la tiens de Aurélien Lemaire, celle-là. Diviser les tâches, pas les équipes. Vis-à-vis de la technique, pas vis-à-vis de l'équipe. Ouais, voilà. Vis-à-vis de l'équipe, c'est plutôt fédérer pour avancer. Et vis-à-vis des tâches, effectivement, c'est diviser les tâches. Simplifier et pour régner, oui. Simplifier les problèmes en les divisant et plutôt fédérer les équipes pour avoir des projets un projet informatique, c'est quelque chose qui est, je le redis, hein, qui est difficile. C'est complexe, c'est des travaux intellectuels, c'est des travaux potentiellement qui mobilisent plusieurs personnes. Hein. Sur la place rennaise, on a plusieurs entreprises. Il n'est pas rare d'avoir des projets qui font travailler 40 personnes en même temps. Donc vous imaginez le travail de plus de 40 personnes conjointement sur le même produit. En fait, c'est une quantité de travail qui est impressionnante. Donc il est important de pouvoir gérer ça. C'est le travail des gestionnaires de projet, des directeurs de projet, du management en fait. Et un des éléments importants, c'est de pouvoir cadencer le rythme de travail, le flux de travail. Et donc pour cela, une des tactiques, mais il y en a, hein, c'est de diviser ce travail en plusieurs parties pour pouvoir déléguer ensuite à des équipes la responsabilité de l'une ou l'autre de ces parties et jusqu'à le travail élémentaire de production qui va être réalisé par le développeur avec son clavier devant sa machine. Donc en effet, selon la taille des projets, il y a des organisations qui s'adaptent à ça. Peut-être peut-on passer aux questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y en a quelques-unes qui ont été posées, très intéressantes d'ailleurs, sur le canal de discussion. Mais si vous avez le souhait d'aborder un sujet ou un autre,
ça peut être avec plaisir qu'on en débatte. Alors, juste en attendant ou en complément, je rebondis sur le savoir-être dont a parlé Irwin tout à l'heure. Ça l'est encore plus au niveau des testeurs, parce que les testeurs sont un peu les mal-aimés dans le cadre du développement, parce que en fait, c'est souvent eux qui ralentissent la mise en production. Voilà, par des cas qui étaient tout à fait improbables, des fois, auxquels on n'avait pas pensé. Donc là, si on ne met pas un peu de psychologie là-dedans, alors tout dépend de la taille des projets, hein, mais si on est complètement coupé des développeurs, il peut y avoir des fois des petites frictions. Il faut faire extrêmement attention à ces parties-là. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Tout à fait, ouais. C'est pas toujours facile de parler de notre métier. Il y a parfois beaucoup de jargon, c'est complexe, il faut pouvoir l'expliquer et ça demande beaucoup d'efforts, à la fois de compréhension des gens qui nous écoutent, mais aussi nous à reformuler. Tu le disais, Jason, parfois pour expliquer ce que tu fais appel à l'intelligence artificielle. Et en effet, cette communication nécessite des efforts. Il y a deux questions qui me semblent intéressantes sur, d'une part, deux composantes en fait des projets l'UX, le travail sur l'UI, l'UX. Donc, est-ce qu'on travaille avec des designers de ce point de vue-là, et une autre question plutôt liée à la cybersécurité. Quelle est la place de la cybersécurité dans le développement des produits? Donc peut-être pour répondre à la première question sur l'UI/UX, comment ça se passe sur vos projets par exemple? Alors Jason et Thomas, je connais un peu vos projets. Comment ça se passe toi, Jason, par exemple, pour l'UI et l'UX par exemple? Comment tu fais? Alors je sais pas si vous m'entendez bien ou pas parce que j'ai eu un petit problème de micro. Parfait. Au niveau de l'UI et l'UX, globalement, je vais avoir une maquette Figma qu'on va avoir réalisée soit par moi, soit par quelqu'un d'autre, peu importe. Et du coup, je vais vraiment me baser sur cette maquette-là et reproduire le design qui a été effectué. Voilà, parce que là, tu travailles avant tout sur un outil interne ou interne à l'entreprise, en l'occurrence la mienne pour laquelle tu travailles, et il n'y a pas tellement d'enjeux à court terme d'expérience utilisateur. Donc, on a fait l'impasse sur le fait de mobiliser quelqu'un dont c'est la compétence principale sur ce sujet-là. Ce n'est pas l'enjeu premier du projet. Néanmoins, il y a des projets sur lesquels c'est un enjeu important. Pour faire un petit peu de publicité à mon camarade Martin Gaillard de l'entreprise Calaster. Calaster, c'est une application web de mise en relation entre des gens qui cherchent des écoles, qui cherchent une orientation, et des étudiants qui sont dans ces écoles. C'est un WhatsApp de l'orientation, en fait. On pourra aller voir sur le site si ça vous intéresse. C'est une application grand public qui est utilisée par des gens qui n'ont pas forcément la sensibilité informatique. Et donc, naturellement, la dimension d'usage, la dimension du X/UI, donc de design, a été très importante. Et donc, Martin, avant même les développements, a fait appel à un UX designer pour concevoir les différentes interfaces, pour concevoir, ça va jusqu'à même l'image que ça projette de l'entreprise sur l'application. Donc, il y a une notion d'image, mais il y a surtout une notion d'utilisabilité qui est une dimension importante des interfaces graphiques pour permettre à chacun d'aborder finalement les outils de la façon la plus intuitive, la façon la plus efficace possible. Et ça va même maintenant jusqu'à des dimensions qui prennent carrément la dimension environnementale en compte. Donc, avoir effectivement des designs d'interface qui permettent une certaine frugalité des échanges d'informations et qui sont un peu moins consommateurs de data et d'énergie. Ça peut aller jusque-là. Donc oui, c'est une dimension qui est naturellement prise en compte. Souvent, elle est vue un peu en amont du travail des développeurs et des développeuses. Ça peut faire partie même des études qui alimentent le cahier des charges. Voilà. Moi, oui. Si juste pour dire un petit truc par rapport à ça, mais en tant que développeur, moi, si du coup on me demande par exemple de venir et développer un site web, une application mobile, donc c'est-à-dire que derrière il doit forcément y avoir un design.
Personnellement, en tant que développeur, comme beaucoup, on n'a pas forcément l'imagination ou l'idée que pourrait avoir un UX designer. Donc, on gagne énormément de temps aussi si derrière on a une maquette qui est déjà préfaite et qu'on a juste à lire et refaire. C'est pas les mêmes métiers. C'est ça. C'est pas tout à fait les mêmes métiers. C'est là où on voit la complémentarité des différents profils sur les projets. Un projet, ça mobilise tout un nombre de corps de métiers qui d'ailleurs ont tendance à se spécialiser les uns les autres. L'UX design en fait partie, mais c'est pas tellement le métier des développeurs en soi. Ils peuvent faire, mais ils font moins bien qu'un UX designer. Il y avait une autre question sur la cybersécurité, la place de la cybersécurité. Je ne sais pas si quelqu'un veut en parler. Elle est à deux niveaux. Oui. Enfin, c'est-à-dire qu'elle est au niveau développement, c'est pour ça que c'est plutôt à Irwin ou Jason ou Thomas d'en parler. Et puis après, elle est au niveau aussi de l'infrastructure. Enfin, voilà. Donc là, on en parle au niveau développement. Hein. C'est ça. Alors, c'est vrai que la cybersécurité, alors, il y a toujours eu de la sécurité informatique, il y a toujours eu des attaques, et maintenant, c'est devenu vraiment un pôle, notamment à Rennes, un pôle vraiment identifié et qui se spécialise de plus en plus. Donc, c'est quelque chose de transverse dans les développements informatiques. Autant l'UX design, tout à l'heure, c'était plutôt en amont que la cybersécurité. Elle est à la fois dans le contexte réglementaire. Donc, par exemple, on parle de RGPD. Ça implique un certain nombre de choix techniques de ne pas stocker des mots de passe en clair dans la base de données, par exemple, de crypter les données, de crypter les flux d'informations, ce genre de choses-là. Donc, il y a aussi des éléments qui sont de l'ordre du métier du développeur. Donc, bien faire attention de respecter un certain nombre de règles, de bonnes pratiques de développement orientées sécurité au sein des travaux de développement. Donc, il y a tout un travail mené là-dessus. Il y a aussi, évidemment, tout ce qui est de l'ordre des plateformes d'exploitation. Donc, effectivement, quand on met un applicatif sur un serveur, là aussi, il y a un certain nombre de règles qu'il faut appliquer parce que sinon, ça expose l'application à des attaques, à des failles, à des pertes de données, à des prises de contrôle de l'extérieur. Et Dieu sait que ces actions mal intentionnées, elles ont explosé ces dernières années. Donc, c'est pour ça que la cybersécurité est devenue maintenant un métier à part entière. Mais il est complètement transverse. Il intervient dans toutes les phases de la production informatique. Alors, documentation, oui, il y a une très bonne question. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé des utilisateurs finaux et des clients. On s'est beaucoup centré sur la production, mais effectivement, les outils ils sont faits pour être utilisés par des gens. Donc, d'une part, les logiciels sont quand même abondamment documentés pour permettre le passage de l'information, le passage de la connaissance d'un développeur à un autre. Les équipes, elles tournent, les gens, ils interviennent sur plusieurs projets, les choses à réaliser sont complexes, donc il y a beaucoup de documentation sur ce qui est fait, à la fois sur les développements, mais aussi sur les procédures, comment on fait pour mettre en production, par exemple, ou pour déployer un applicatif sur une machine, comment on fait pour corriger un bug. Ça peut aller jusqu'à ce niveau-là de méthodologie et de procédure. Donc, il y a beaucoup de documentation en interne aux équipes techniques. Et bien sûr, les logiciels étant réalisés, ils ont des comportements. On a un certain nombre d'interfaces graphiques qui permettent de réaliser un certain nombre de fonctionnalités. Certaines sont parfois complexes et il faut pouvoir accompagner les utilisateurs dans l'usage. Alors, souvent, les UX designers simplifient beaucoup cet usage, mais néanmoins, il reste parfois dans des usages métiers des fonctionnalités qui sont parfois complexes à expliquer. Et il y a des documentations qui peuvent être de différentes natures. Ça peut être, c'est un peu plus daté, mais ça peut être des documents. Maintenant, on fait beaucoup de vidéos, par exemple, pour pouvoir apprendre à utiliser une fonctionnalité. Ça peut prendre plusieurs formes.
Mais oui, c'est un gros effort, cette documentation. C'est un effort aussi de maintenir à jour la documentation avec l'évolution des logiciels. Donc, il y a un paradigme qui dit mieux vaut un logiciel qui marche qu'un logiciel abondamment documenté, puisque effectivement, la doc, c'est beaucoup de travail. Alors, la semaine prochaine, on aura le deuxième épisode de notre mini-série et on va sans doute aborder la cybersécurité. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de détails sur les intervenants, mais on aura aussi, bien entendu, des professionnels. Et ce sera indiqué la semaine prochaine, en début de semaine, le nom des intervenants. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien. Bah, écoutez, nous allons donc pouvoir conclure ce webinaire. Avant de partir, je vous remercierai de bien vouloir remplir le questionnaire satisfaction. Je vous ai mis le lien dans le chat. Je voulais vous remercier vraiment tous les intervenants. Et vraiment, c'était super intéressant. Je n'ai pas tout compris, je dois vous l'avouer. Mais l'idée, c'était aussi quand même qu'on soit un petit peu technique, parce qu'on parle des métiers dans leur technicité. Mais très intéressant. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu. Aurélien, merci d'avoir aussi réussi à faire preuve d'agilité pour t'adapter aux différents problèmes d'organisation qu'il y a pu y avoir. Mais c'est les aléas Avec plaisir. des organisations. Et il n'y a pas eu d'aléas du direct. Je trouve que ça s'est plutôt bien passé. Pas de problème de connexion. Puis je voulais remercier aussi le public pour les questions très intéressantes. Voilà. Donc, le printemps du numérique, c'est pas fini, ça continue. Il y a ce webinaire a été enregistré. Si vous voulez le replay, pas de souci pour me le demander. Vous passez par la boîte mail du printemps du numérique. Voilà. Merci à tous et à toutes et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir. Je vais me permettre d'ajouter une petite chose pour ceux qui sont en reconversion ou potentiellement en reconversion. Je reste disponible sur LinkedIn pour échanger.